ce que je vais essayer de faire là, pendant le temps dont on dispose, c'est de voir comment on peut se faire une vue d'ensemble de la prise en charge de la biodiversité par les politiques publiques. Parce que jusque-là, on a vu beaucoup d'outils ou d'entrées ou de situations, mais c'est difficile de se faire une vue d'ensemble. Et pour ça, il y a quelques outils conceptuels qui peuvent aider. Donc je vais avancer en 3 étapes. La première, ça va être de montrer le jeu de tension qui s'instaure entre les politiques environnementales, les politiques sectorielles et les politiques intégratrices. Le deuxième, ça va être de revenir sur la boîte à outils pour analyser comment ces outils sont en relation avec les politiques publiques. Et le troisième, ça va être de poser finalement la question, est-ce qu'on peut se faire une vue d'ensemble pour apprécier une situation et voir où faire porter l'effort. Pour commencer, je vais faire une lecture stratégique des politiques environnementales et je vais commencer par vous raconter une anecdote de 1995 où le ministère de l'Environnement avait obtenu que soit mise en place une opération d'évaluation des politiques publiques sur les politiques publiques en matière de zones humides que Jean Jalbert a introduit hier lors de sa présentation. Et dans cette évaluation de politique publique, la question s'est posée, est-ce qu'il y a ou non une politique publique zone humide? Et en fait, on pourrait poser la même question pour la biodiversité, est-ce qu'il y a une politique biodiversité? Mais comment est-ce qu'on identifie le fait qu'il y a ou pas une politique? La première solution, c'est d'identifier à l'affichage. Par exemple, s'il existe une loi zone humide, alors il y a une politique zone humide. S'il existe une loi biodiversité, si on est dans cette optique-là, on pense que du coup, il y a une politique biodiversité. Manque de chance, sur le cas des zones humides, il n'y avait pas de dispositif spécifique zone humide ou de loi ou ni d'organisme public spécifique zone humide. Un deuxième critère, donc on nous dit qu'il n'y a pas de politique publique des zones humides. Mais dans le cadre de l'évaluation, on a fait un pointage de toutes les opérations et réglementaires et tous les projets du ministère de l'Environnement en matière de conservation de la nature et des écosystèmes, et il apparaissait que la moitié d'entre eux portaient sur des zones humides. Donc à partir du moment où la politique de protection de la nature, la moitié des moyens est consacrée à la gestion des zones humides, on peut dire qu'il y a une politique des zones humides, même si ce n'est pas l'étiquette principale qu'elle porte. Donc, et puis il y a eu un autre moment assez drôle. L'instance d'évaluation était présidée par un préfet très dynamique et qui portait vraiment des questions d'environnement. Et à un moment donné, il dit mais il n'y a pas de politique de zone humide. Alors il dit à la fin de l'évaluation, moi je conclus qu'il n'y a pas de politique de zone humide. Alors on lui demande mais pourquoi il n'y a pas de politique de zone humide? Et il nous dit parce qu'il n'y a pas le niveau de volonté politique et de succès qui pourrait faire dire qu'il y a une politique. Donc nous on lui demande mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des politiques qui sont ni assez ambitieuses ni efficaces, mais c'est des politiques quand même. Mais non, pour lui, dire que c'est pas efficace, c'est pas possible. Donc soit il y a une vraie politique, soit ça n'est pas efficace, et dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'il y a une politique. C'est encore une autre conception. Et la conception que nous avons retenue, une quatrième conception pour guider l'analyse et l'évaluation de ces politiques publiques, ça a été de dire, au fond, une politique publique, ce qui compte, c'est l'état des zones humides, et donc ce qui nous intéresse, c'est les politiques publiques qui ont un effet sur les zones humides. Et donc on est remonté depuis l'analyse de ce qui se passait sur les zones humides vers les politiques qui ont un impact sur les zones humides. Non seulement la politique du ministère de l'Environnement, mais aussi les principaux drivers de la dégradation des zones humides. Et du coup, on a pointé de manière systématique, on a vu que le plus important, c'était l'agriculture et les politiques publiques en matière d'agriculture, ensuite la forêt et les politiques publiques en matière de forêt, et puis les politiques publiques qui portent sur l'hydraulique, par exemple les programmes de barrages hydroélectriques ou autres. Et donc on a finalement intitulé ça « Les politiques publiques en matière de zones humides ». Donc c'est dans le cadre de ce type de raisonnement, je pense qu'il faut qu'on avance la réflexion. Les politiques publiques de la biodiversité, ce n'est pas seulement celles qui ont une étiquette ou bien qui sont spécialisées sur la biodiversité, c'est finalement l'ensemble des politiques publiques qui ont un impact sur la biodiversité.
Mais une fois qu'on a dit ça, si on ne veut pas tout prendre de manière indifférenciée, il va falloir qu'on se donne des moyens d'analyser. Là, on a le cadre international de raisonnement sur les politiques d'environnement et les politiques de biodiversité. Donc à gauche, en haut, on a les drivers, les grands phénomènes qui créent les impacts négatifs sur la biodiversité. Ensuite, on a les drivers, donc il y a les drivers humains en haut, ça va être le développement agricole, les forces qui vont vers la déforestation ou des choses de ce genre-là. Et il y a des changements naturels, là je n'insiste pas dessus, et il y a des politiques nationales ou régionales. Les drivers font des pressions comme la déforestation, l'intensification agricole, l'éventuelle pollution par les pesticides, etc. Ces pressions vont influer sur l'état des écosystèmes et vont avoir finalement des impacts à la fois écologiques et sociaux. Face à cette chaîne qui va depuis les drivers, puis les pressions, puis les états et les impacts, il y a ce que ce schéma appelle la réponse. C'est-à-dire que l'analyse internationale des problèmes d'environnement, elle est sur cette chaîne. Et après, on nous dit, une fois qu'on a compris ce qui se passait sur cette chaîne de causalité, eh bien, il faut mettre au point une réponse. Ce schéma est complètement ambigu en ce qui concerne la place des politiques publiques. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, les politiques publiques ne sont pas à l'extérieur des drivers, mais au cœur des drivers. Nous ne sommes pas dans des situations où il y a d'un côté le développement économique de l'agriculture indépendamment des politiques publiques, et puis à côté de ça des politiques publiques. Les politiques publiques agricoles sont au cœur du développement de l'agriculture. De la même manière, on n'a pas une exploitation des forêts qui se développe toute seule, et puis à côté de ça des politiques publiques, l'exploitation et la gestion des forêts a en son cœur les politiques publiques forestières. Et donc, il y a un manque de clarté, en fait, dans la manière habituelle d'analyser. Les politiques publiques sont au cœur des drivers qui dégradent la biodiversité. On a vu la pêche avant-hier. La pêche, ce n'est pas un phénomène qui se développe indépendamment des politiques publiques. C'est un phénomène qui se développe drivé par les subventions, les réglementations, les règles sociales, la législation des pavillons, etc., etc. Donc, en fait, si on veut clarifier l'analyse, il faut qu'on prenne en compte le fait que les politiques publiques en matière de biodiversité, ça va être d'un côté les politiques publiques qui participent des drivers qui font pression sur l'état de la biodiversité, et puis ça va être une politique ou des politiques spécifiques correctrices sur la biodiversité. Et du coup, ça veut dire que quand on va raisonner sur la prise en charge de la biodiversité, il va falloir différencier le raisonnement en fonction de trois grands groupes de politiques. Les politiques sectorielles qui ont un impact sur la biodiversité, donc agricoles, énergétiques, forestières, les politiques d'équipement, les infrastructures, etc. Ensuite, les politiques spécifiquement environnementales qui ont pour but d'intervenir plus directement sur la biodiversité. Et puis, un troisième type de politique qui sont les politiques qui ont pour objet l'arbitrage entre les différents secteurs et entre les secteurs et les attentes sociales, dont les attentes environnementales. Par exemple, si un pays fait de la planification sur son développement et que la mise en exploitation de ses forêts fait partie de cette planification, il va être amené dans sa planification nationale à inclure une forme de politique d'arbitrage entre ce qu'il veut mettre en exploitation comme forêt et ce qu'il veut orienter dans une optique plus biodiversité. Donc la logique est très différente selon que l'on veut intervenir auprès d'une politique sectorielle, auprès d'une politique spécialisée environnement ou biodiversité en l'occurrence, ou selon qu'on veut intervenir sur les politiques de mise en cohérence et d'arbitrage entre les secteurs et entre les secteurs et la biodiversité. Donc ça, on peut résumer ça par un schéma au fond. Le développement, il est impulsé par des acteurs sectoriels
encadrés par des acteurs régulateurs dont le boulot est d'établir un équilibre ou un arbitrage entre des attentes comme l'environnement, qui sont portées par des acteurs d'environnement, et puis les différentes filières ou les différents secteurs du développement qui sont portés par ces acteurs sectoriels du développement. Donc là, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus claire que l'idée de driver en général qui fonctionnerait tout seul. Là, on s'aperçoit que les politiques publiques, c'est des politiques de soutien aux acteurs sectoriels, des politiques de soutien aux acteurs d'environnement ou des politiques de soutien aux acteurs régulateurs à leurs activités de planification, d'arbitrage, etc. Avec ce deuxième schéma, on voit ce qui se passe au sein des acteurs sectoriels eux-mêmes. Par exemple, si on regarde ce qui se passe au sein d'une grande entreprise, on va retrouver le même jeu structural entre les acteurs sectoriels au sein de l'entreprise qui ont par exemple pour mission de produire, je prends l'hydraulique EDF, mais à l'intérieur d'EDF, il va y avoir des acteurs environnement dont le boulot est d'infléchir ce que font les acteurs hydrauliques de manière à ce que ça nuise le moins possible aux écosystèmes aquatiques. Et puis en haut, on a le patron de l'entreprise dont le job est de faire tenir ensemble les engagements de développement durable, les préoccupations de rentabilité, le fait qu'une grande partie de la ressource humaine préfère travailler comme ça que comme ça et que ça a des impacts sur la biodiversité, etc. On peut dire la même chose dans des acteurs sectoriels comme un ministère de l'Agriculture. Au ministère de l'Agriculture à Paris, il y a un bureau qui s'occupe de comment faire rentrer de l'environnement dans les politiques de la production et eux, ils se retrouvent mis en interne de cet acteur sectoriel qu'est le ministère de l'Agriculture à défendre l'environnement. Et donc, quand on va s'interroger sur l'analyse des politiques ou sur l'appui qu'on peut apporter, on s'aperçoit que on a plusieurs points d'entrée possibles. Est-ce qu'il vaut mieux soutenir l'acteur d'environnement interne au ministère de l'Agriculture parce qu'il sera peut-être plus écouté, mais en même temps, il sera plus sous contrôle des forces plus sectorielles dans son ministère, ou est-ce qu'il vaut mieux soutenir des acteurs externes ou les responsables de l'intégration et de l'arbitrage? Une des conséquences fondamentales de cette structure des politiques publiques en matière d'environnement, c'est le fait qu'il n'y a pas de lien direct entre l'effort et le résultat. Alors pourquoi c'est important ça dans notre champ ? Parce qu'on n'arrête pas de raisonner, notamment dans les instances internationales, comme si, en dépensant plus pour la biodiversité, on s'assurait d'avoir davantage de résultats sur la biodiversité. Mais il n'y a pas du tout de lien direct entre le niveau de dépense et le niveau d'efficacité. Je vous donne un exemple. Je suis allé il y a quelques années en Lettonie, donc un pays de l'Est. Et en Lettonie, les prairies naturelles sont sensationnelles, avec une flore pas possible, une biodiversité énorme, etc. Ouais, l'été en tout cas, à ce moment-là. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que la Lettonie aurait investi de l'argent dans la protection de la biodiversité des prairies naturelles? Pas du tout. C'est simplement parce que la Lettonie n'a pas investi d'argent quand elle était dans le cadre du bloc soviétique dans l'intensification agricole qui supprime les prairies naturelles ou qui, en les fertilisant, diminue de manière drastique leur biodiversité. Donc il n'y a pas de lien direct entre un niveau de dépense ou un niveau d'effort et le résultat biodiversité. Donc ça complique singulièrement les choses quand il s'agit de choisir des options de soutien à la biodiversité. Par exemple, si l'AFD s'engage à intervenir sur la biodiversité jusqu'à hauteur de tel montant, si je dépense 50% de plus sur la biodiversité, je ne me garantis aucunement d'avoir 50% de résultats en plus. Deuxième conséquence qui est fondamentale pour la pratique, c'est que toute action sur la biodiversité dans les politiques publiques va s'inscrire au carrefour entre des politiques publiques contradictoires. C'est très difficile de trouver des endroits où on peut intervenir sur la biodiversité sans que ça rentre en tension avec d'autres politiques publiques. Et du coup, ça crée
des situations un peu difficiles. Par exemple, les discussions qu'on a eues hier sur le fait, est-ce que c'est une bonne chose de soutenir des ONG sur les zones humides? Est-ce qu'en faisant ça, on ne se coupe pas de la possibilité de travailler avec les gouvernements? Et du coup, c'est pas la même chose d'intervenir sur ces politiques au carrefour que de travailler avec des acteurs sectoriels bien identifiés et qui sont dans des circuits plus opérationnels en fait, moins ouverts mais plus opérationnels. Et du coup, troisième conséquence, c'est que l'effort qu'on fait pour la biodiversité, il va être réparti entre trois types d'opérations. Le soutien aux filières dédiées biodiversité, l'influence dans les politiques sectorielles pour essayer de les infléchir vers plus de biodiversité et différents types de projets ou d'interventions pour faire du capacity building des acteurs régulateurs et les aider à faire des arbitrages plus éclairés en matière de biodiversité. La dernière conséquence que je souligne particulièrement avec cette diapo, c'est puisque la biodiversité se joue dans des rapports en tension au carrefour entre plusieurs politiques publiques, le résultat va dépendre très étroitement de savoir quelle est la force et la qualité du portage de cette préoccupation biodiversité face au portage des autres préoccupations. Pour qu'il y ait une négociation entre la préoccupation biodiversité, la préoccupation de développement agricole, la préoccupation de développement des infrastructures, il faut qu'en face des acteurs sectoriels qui développent l'agriculture ou les infrastructures, il y ait des acteurs suffisamment capables pour ouvrir cette négociation. Or, c'est tout sauf spontané, puisque les acteurs sectoriels, eux, sont alimentés par la politique publique, mais aussi les flux économiques de leur secteur, alors que ces acteurs d'intervention spécialisés ne disposent pas de ce type de flux et que donc leur existence et leur capacité vont être plus dépendants de facteurs politiques, mais aussi du soutien des organismes publics d'aide. Donc, ce point-là est très important. En fait, de manière implicite, quand vous faites du soutien au développement agricole, vous faites aussi du soutien aux acteurs du développement agricole. C'est-à-dire qu'à travers le soutien aux opérations de développement agricole, vous allez aider à embaucher, à construire de la compétence, à construire de l'organisation, soit des syndicats, soit des agences publiques, etc. Et donc, de la même manière, du côté de l'environnement, c'est illusoire de penser qu'on va pouvoir intervenir pour infléchir les choses si, en intervenant, on n'a pas le souci de se demander comment on aide à se mettre en place les acteurs porteurs de la biodiversité. Et donc, c'est tout un secteur qui doit être développé jusqu'à ce qu'il soit capable de porter suffisamment la biodiversité. Je pense que dans l'étude de cas en Zambie, on l'a un peu vu, hein. Le ministère de l'Environnement, faible. Oui, il existe des ONG, mais donc on voit bien qu'il y a un secteur environnement et la question de la montée en capacité de ce secteur est une question clé dans la capacité à intervenir sur la biodiversité en tension avec d'autres préoccupations de développement. Première étape donc sur la structure fondamentale des politiques publiques d'environnement et donc j'ouvre la discussion. C'est vrai, comment dire, c'est vrai à certaines échelles sur certains types d'opérations. Mais si on agrège la totalité des opérations, ça ne va plus être vrai. Hein, par exemple, je vous donne un exemple qui était très amusant de mon point de vue. Dans le Marais Poitevin, il y a une politique depuis le début des années 80 de drainage pour remplacer des prairies naturelles très riches en biodiversité par des cultures grosso modo de maïs. Il y a peut-être 15 ans ou 20 ans déjà,
il y a une forte résistance des acteurs d'environnement contre ce processus. Le secteur agricole a monté un projet pour bénéficier de fonds européens à l'appui de ces programmes de drainage. Mais voyez bien que ce n'était pas acceptable de s'adresser aussi au problème de zones humides. Et donc, le projet a inclus un volet de préservation des zones humides. Pour montrer les ordres de grandeur, le projet c'était 250 hectares de drainage et 40 hectares de protection de zones humides. Et donc, quand je discutais avec l'ingénieur Greff qui s'occupait de ce truc-là, il me disait, ben voilà un projet de préservation des zones humides. Et moi je lui disais oui, au départ il y avait 290 hectares de prairies naturelles, à l'arrivée il y a 40 hectares de prairies naturelles. La chose va être présentée comme un projet intégré. Est-ce qu'on a avancé du point de vue de la protection des prairies naturelles? Donc en fait, le lien entre l'effort et le résultat, il est apprécié au cas par cas en fonction des contextes. Et en le replaçant dans un cadre plus large qui est celui des politiques sectorielles qui ont un impact sur la biodiversité. Bien sûr, si les efforts qu'on fait n'avaient pas de résultat, ça ce serait autre chose. Mais c'est que le lien n'est pas automatique ou simple. Et puis ça demande une situation de référence à suivre en essayant de neutraliser les choses exogènes. Je crois que c'est un peu vrai pour tous les secteurs. Enfin, on fait un effort, et on ne maîtrise pas les efforts qui sont faits en parallèle par d'autres qui peuvent être soit positifs par rapport aux nôtres, soit négatifs et aller à l'encontre. Mais il faut quand même qu'on apprécie ce qu'on fait à l'échelle de ce qu'on fait. Voilà, et donc les acteurs de terrain de la biodiversité, eux, ils sont très sensibles à cet aspect-là, c'est-à-dire qu'eux, ils œuvrent sur le terrain dans le sens de la biodiversité, ils ont bien conscience qu'il y a d'autres gens qui œuvrent avec d'autres préoccupations sociales en tête ou économiques, et donc que c'est ça qui va déterminer le plus ou moins grand succès de leurs opérations. En tout cas, peut-être ce que je perçois, c'est que quand on construit une opération dédiée biodive, une politique, le niveau d'effort pour gagner un point de biodive va être beaucoup plus important potentiellement que si on joue sur une politique sectorielle ou peut-être en investissant proportionnellement moins, on va gagner beaucoup plus de points de biodive parce que c'est une politique sectorielle qui va toucher un secteur sur tout un pays, et donc l'effet de levier va être... On retrouve un peu les projets qu'on avait en... Oui, on retrouve les dilemmes de l'étude, les dilemmes du cas. En fait, ça va dépendre. Si on est dans un contexte où les pressions sectorielles ne sont pas très importantes et où il y a moyen de faire des actions biodiversité qui ne sont pas très coûteuses, par exemple des politiques foncières pour la biodiversité dans des cadres où le prix du foncier est bas, à ce moment-là, le point d'effort biodiversité peut aller très loin comparé au point d'effort sectoriel. Et à l'inverse, s'il y a un rouleau compresseur sectoriel qui est en route, effectivement des inflexions sur le rouleau compresseur sectoriel vont être absolument vitales pour avoir le résultat. Peut-être juste un commentaire où tu disais que effectivement les politiques publiques étaient le sujet de l'environnement était au carrefour aussi de nombreuses politiques publiques. Je trouve la difficulté aussi, c'est le côté dynamique, le fait que c'est un carrefour, mais c'est pas un instant T, c'est que ça change en permanence. On peut avoir une entrée sectorielle un jour, et puis 10 jours, ou 2 ans plus tard, une autre entrée environnementale, ça ne tient pas en compte de ce qui a été fait il y a 2 ans. On est sur quelque chose d'extrêmement dynamique et complexe et qui est parfois difficile à suivre dans son ensemble pour inscrire la politique qu'on choisit dans cette évolution un peu dynamique du contexte territorial. Je trouve que c'est une des difficultés. Alors c'est une des difficultés, mais c'est aussi ce qui fait que la qualité du secteur biodiversité qui porte la préoccupation est décisive. Quand on raisonne en se disant on va mettre un dispositif avec des règles du jeu,
et puis ça va s'appliquer automatiquement, et comme ça la biodiversité sera sauvée. On ne tient pas compte du tout de ce caractère adaptatif. Si je prends des secteurs comme le secteur santé ou le secteur agricole, qui sont très puissamment organisés à tous les niveaux, ils n'arrêtent pas de s'adapter. Ils changent leur discours, la justification de ce qu'ils font, le type d'instrument, etc. Pourquoi ça ne se voit pas ou ça pose aucun problème? C'est tout simplement parce qu'ils ont de telles capacités que le changement se fait de manière fluide, stratégique et fluide. Alors que, effectivement, quand un secteur ou des intervenants sont faibles, c'est plus difficile pour eux de s'adapter. Et puis ils sont aussi plus soumis à la critique des autres qui disent vous changez, c'est pas bien, etc. Donc la capacité à épouser le flot dynamique du changement, elle est très liée au niveau de capacité générale du secteur. Et la difficulté est un révélateur, quand elle se produit, d'une insuffisante force du secteur environnement. Peut-être on n'a pas discuté de la notion d'investissement aussi, je trouve que pour nous c'est particulièrement important, parce que quand on dit financement biodiversité pour de l'investissement, qu'est-ce qu'on met derrière le terme investissement, qu'est-ce qu'on peut développer à l'AFD autour de cette notion, en montrant que les impacts ne sont pas liés à l'effort, mais néanmoins à du soutien sectoriel ou environnemental ou impactant. Pour moi, il y a un vrai sujet aussi où je ne suis pas encore complètement claire là-dessus. Il y a un des points, ça rejoint la question sur l'effort, c'est que certains types d'opérations ont une lisibilité relativement simple du lien entre l'effort et le résultat. Si dans le cadre d'un outil d'instrument d'intervention foncière, j'achète 40 000 hectares dans le Pantanal que je mets en réserve naturelle grâce à un fonds dédié qui va alimenter la gestion pendant 30 ans, là j'ai une relative lisibilité sur l'efficacité de ce que je fais. Si je fais pour le même montant un programme de sensibilisation et d'intervention auprès du secteur agricole argentin pour réfléchir à des filières d'élevage qui préservent le milieu naturel, etc. Là, ça va être beaucoup plus compliqué d'établir le lien entre ce que je fais, entre l'effort que je fais et le résultat. Et quand il s'agit d'investissement, on va plutôt penser à des outils spécifiques biodiversité, j'imagine, où on va... Il y a un argumentaire économique pour nous à construire autour de ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une problématique temporelle aussi? C'est-à-dire par rapport aux questions d'investissement, c'est aussi le résultat dans un espace-temps donné, alors que sur des enjeux de biodiversité, on est aussi sur des problématiques de plus long terme, et aussi quelque part une vision aussi de l'avenir et de la place de l'homme dans l'avenir. Enfin, on est aussi sur des questions qui sont quand même peut-être beaucoup plus complexe que les secteurs agricoles et santé que vous développez, dans lesquels on a envie de voir du résultat à court terme, parce que là on est sur un enjeu de plus long terme. Et puis je pense qu'il y a un peu des enjeux aussi un peu géopolitiques. On a vu l'évolution de la Chine vis-à-vis des questions environnementales, qui répond aussi à une préoccupation locale, mais aussi une manière de se positionner, disons, dans un jeu multi-acteurs internationaux dans lequel la Chine veut affirmer son point de vue, disons, pro-environnemental face aux États-Unis qui ne le font pas trop. Donc on a beaucoup baissé. Il y a aussi toutes ces dimensions qui rentrent en ligne de compte forcément sur ces sujets. C'est clair. Et par ailleurs, j'anticipe un peu sur les outils. Selon les contextes nationaux, certains outils sont possibles à actionner dans un pays et impossibles à actionner dans un autre. Par exemple, les programmes de reforestation chinois qui sont très mis en avant et qui sont extraordinairement spectaculaires et efficaces, ils reposent sur la possibilité de s'assurer le contrôle foncier de terres très vastes et qui a été auparavant occupées et de réorienter de manière nette, ce qui n'est pas possible partout. D'autres questions sur ce premier volet? Ok, donc on va peut-être passer à l'étape suivante. Donc là, on est en train d'amener la discussion sur les outils. Le point clé, c'est qu'il y a énormément d'outils sur la biodiversité. Et donc, il faut distinguer les outils en fonction du type de politique sur lequel on veut intervenir, le type de politique dans les termes qu'on a vus tout à l'heure. Donc moi, ce que je propose comme casier dans la boîte à outils pour ranger les outils, c'est de les différencier en fonction
de savoir soit si on a des outils pour intervenir sur la filière propre ou le secteur biodiversité. Alors ça va être des outils comme les aires protégées ou tous les outils fonciers. Là, on réserve un espace à la priorité biodiversité et on en confie la gestion à des spécialistes de la biodiversité. Donc il y a toute une série d'outils dans cette catégorie, les parcs nationaux, les réserves, les outils fonciers d'achat comme le conservatoire du littoral, etc. Donc là, il y a tout un volet d'outils dans lesquels on assure une emprise territoriale au secteur dédié biodiversité. Deuxième aspect de type d'action du secteur dédié biodiversité, c'est tout ce qui concerne la capacité technique d'intervention, par exemple le réseau mondial des eaux, qui est engagé dans la préservation d'espèces extrêmement menacées. C'est un outil technique de grande échelle qui, plus sa capacité est grande, plus il est en mesure d'intervenir sur les dynamiques d'espèces très menacées. Et puis un troisième volet absolument décisif pour le secteur dédié biodiversité, c'est les systèmes de connaissances sur la biodiversité. Donc ça, c'est vraiment une partie importante des politiques publiques, c'est la mise en place et l'entretien du système de connaissances et d'informations sur la biodiversité. Pourquoi ? Parce que c'est un moteur ou un facteur limitant dans l'ensemble des actions en faveur de la biodiversité. Deuxième type d'outils, ça va être des outils qui sont utilisables par les acteurs porteurs de la biodiversité pour influencer les secteurs dont on souhaite qu'ils intègrent la biodiversité. Et là, on a les outils réglementaires qui encadrent les activités, par exemple en interdisant d'épandre des produits à moins de 10 mètres d'un cours d'eau, c'est une réglementation très riche. Deuxième outil fondamental, c'est l'évaluation environnementale ou étude d'impact. Ça, c'est vraiment un outil pour faire bouger les acteurs sectoriels en les incitant à faire des projets meilleurs du point de vue de leur impact environnemental. Il y a bien sûr les outils de sensibilisation et puis il y a les outils des incitations économiques ou les paiements, par exemple les primes agri-environnementales par lesquelles on va essayer d'influer sur le comportement des producteurs par des incitations. Donc ça, c'est des outils qui sont apportés par l'acteur d'environnement pour faire changer les autres. Ensuite, il y a les outils que les acteurs des secteurs producteurs peuvent eux-mêmes porter. Ça va être par exemple des opérations de soutien à l'éco-conception. Ça va être le soutien à des filières alternatives au sein de leur secteur. Ou bien ça va être des outils de guidage, par exemple le reporting pour les grandes entreprises ou la comptabilité nationale verte au niveau des États. Et puis enfin, il y a les outils qui concernent l'augmentation ou l'amélioration de la qualité des arbitrages ou de la planification générale. Et donc là, on a les concertations, des plans nationaux, et là encore des outils comptables qui essayent de mettre en rapport les efforts qu'on fait sur différents secteurs. Donc là, on a une première vision de la boîte à outils où on s'aperçoit bien que ce n'est pas juste les outils, mais que tout dépend qui on veut aider et où ils sont situés dans le système des politiques publiques en matière de biodiversité. Donc jusque-là, je suis resté sur les outils primaires, c'est-à-dire les outils fondamentaux. Après, ont été mis au point des types de dispositifs ou d'opérations qui combinent plusieurs outils, comme la certification, la compensation, les plans pour la connectivité. Quand on fait des corridors biologiques, on va mobiliser toutes sortes d'outils, on va faire une opération de connaissance pour les identifier et les cartographier, on va regarder à quel endroit il y a des réserves naturelles ou des dispositifs X ou Y. Ensuite, on va se poser la question de savoir comment on intervient dans les endroits où il n'y a pas pour l'instant de dispositif dédié et où il va falloir se mettre d'accord avec les acteurs sectoriels. Et puis, on va sans doute mettre en place de la concertation pour faire évoluer les arbitrages
de la part des politiques qui gèrent le territoire. Les parcs naturels régionaux, c'est la même chose, c'est la combinaison entre plusieurs approches. Dans un parc naturel régional, il y a une équipe spécialisée biodiversité qui monte des projets de réserve naturelle ou des projets dédiés, et puis à côté de ça, il y a une équipe appui à l'agriculture ou à l'urbanisation qui essaye de favoriser des réorientations sectorielles. Vous avez aussi vu le système de la certification. Donc là, c'est toute une chaîne d'opérations. On met un label. Par ce label, on espère d'une part faire de la sensibilisation pour que les consommateurs changent leur choix. D'autre part, de l'incitation économique en se disant ils vont payer un premium pour leurs produits et ce premium va permettent de donner un premium aux producteurs, mais on est dans une chaîne beaucoup plus complexe, en ce sens que le label il va être géré par un organisme de labellisation qui a ses intérêts propres, et puis le consommateur n'est pas du tout en prise directe avec le producteur, entre les deux, il y a toute la chaîne de transformation et de distribution. Donc, dans ces dispositifs complexes, on compte sur un enchaînement d'opérations pour arriver à un résultat. Et cet enchaînement d'opérations, il repose sur des hypothèses dont chacune peut créer une fragilité. Donc je ne sais pas si vous connaissez les dessins de Rube Goldberg, c'est des petits dispositifs techniques. Donc là, il s'agit d'un antimite qui fonctionne de la manière suivante. Pour l'actionner, vous chantez. La voisine exaspérée jette un pot de fleurs pour vous faire taire. Le pot de fleurs fait un trou dans le store. Par ce trou, le soleil brise sur le glaçon, le fait fondre. L'eau rentre dans l'entonnoir, charge le seau. Le seau, par le jeu de poulies du plafond, déclenche l'arc qui fait un trou dans le pneu. Ce trou souffle sur le voilier qui, en butant sur l'espèce de cuillère, là, va faire tomber la boule de plomb et déclencher le canon. Quand le canon tire, le mouton qui est accroché par une ficelle à poulie avec la porte s'enfuit en courant parce qu'il a peur, il ouvre la porte et le canon tire les boules d'antimite sur les mites pour les tuer. C'est pas moi qui ai fait ce parallèle entre les politiques publiques et ces caricatures, c'est deux auteurs excellents d'un livre sur la mise en œuvre des politiques publiques, Pressman et Wildavsky, qui montre que souvent les raisonnements de politique publique ou les dispositifs complexes reposent sur toute une série d'hypothèses qui pourraient peut-être marcher, mais dont la robustesse de chacune n'est pas forcément garantie. Et comme c'est un système à maillons, il suffit qu'un des maillons, par exemple que le bateau parte un peu plus à droite, et hop, ça ne va pas marcher. Donc la première chose, c'est de nous sensibiliser à la fragilité de raisonnements conceptuels dans lesquels les étapes sont censées s'enchaîner. Et puis, j'enfonce toujours le même clou. Qu'est-ce qui fait qu'un dispositif comme ça pourrait fonctionner ? C'est tout simplement, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait à chaque étape un opérateur qui corrige si ça part du mauvais côté. Par exemple, si le voilier part un peu à droite ou un peu à gauche, il suffit qu'il y ait quelqu'un pour donner une petite pichenette pour qu'il aille au bon endroit. De la même manière, si le mouton n'a pas peur, il faut faire peur au mouton. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois ? C'est que dans la mise en œuvre des politiques publiques, qui passent par toutes sortes d'étapes dont chacune est fragile, la possibilité que la chaîne fonctionne va dépendre du portage de la préoccupation biodiversité dans chaque maillon de la chaîne. Application pratique. Si vous mettez en place un financement pour financer des aides agri-environnementales, si ce financement est mis en œuvre sur le terrain par des organisations professionnelles agricoles, ce n'est pas évident du tout qu'au niveau de la mise en œuvre, la préoccupation biodiversité va prévaloir. Didier Busca a écrit un livre là-dessus sur la mise en œuvre d'un grand programme national de lutte contre la pollution par les effluents d'élevage, où il montre que le dispositif qui était au départ très simple, qui consiste à dire on va aider les exploitants à s'équiper pour qu'il n'y ait plus de fuite de lisier au niveau des exploitations. Lors des X étapes de la mise en œuvre, à chaque étape, il y a eu une négociation entre agriculture et puis finalement pas grand monde du point de vue de l'environnement. Et à l'arrivée, la dépense se trouve vidée de sa capacité de levier environnemental. Donc c'est bien le portage tout au long de la chaîne qui permet une efficacité de l'outil. De même, dans la certification, il suffit qu'un des maillons
soit maîtrisé par des acteurs qui n'ont pas le souci de la biodiversité pour qu'ils neutralisent ce maillon. Et donc c'est toute la chaîne qui va être neutralisée. On peut rentrer un peu plus dans un des outils qu'on a déjà évoqué hier, qui est la compensation. Donc le principe de la compensation, il est clair sur le plan conceptuel, hein. On se donne un niveau d'objectif, qui peut être zéro perte nette ou un autre niveau d'objectif, hein, ça peut être du net gain. En tout cas, on pose un niveau d'objectif. Ensuite, on adopte le principe éviter, réduire, compenser. Je ne vais pas développer là. Et on adopte aussi un principe conceptuel super simple qui est du 1 pour 1. Tu casses tant, tu compenses tant. Donc il y a une lisibilité immédiate. Il n'y a pas besoin de conceptualisation compliquée. Tu détruis 100 hectares. Au départ, aux États-Unis, 100 hectares de zone humide, tu nous reconstitues 100 hectares de zone humide. Les attraits. Pourquoi cette solution et pourquoi cet outil est si fascinant au fond et devient polaire dans les discussions qu'on peut avoir? D'abord, c'est parce que c'est une solution micro à un problème macro. C'est-à-dire qu'on pense qu'en greffant un dispositif qui va être au niveau micro sur chaque projet, on va créer une réorientation à l'échelle macro. Donc ça, c'est très attractif parce que tout le monde sait que c'est très difficile de changer le macro directement. Donc si on arrive à implanter quelque chose qui fait la transformation moyennant un effort de pression limité, c'est génial. Deuxième chose, il y a un côté moralisateur dans le principe, un peu comme dans le principe pollueur-payeur, tu casses, tu répares. C'est un attracteur psychologique, ce genre de principe moralisateur simple. Par contre, son réalisme pour porter des organisations d'action complexes, lui, on pourrait le mettre en discussion. Et puis, c'est très facile pour n'importe qui de se représenter physiquement ce que ça veut dire la compensation. Vous avez arraché tant de plants d'orchidées, on vous demande de faire ceci, cela. Là encore, c'est aussi une des limites du dispositif. Donc il y a une espèce d'attrait qui tient à ces aspects de simplification. Les premières vagues de critiques sur la compensation, ça a été d'une part les gens qui ont dit c'est un permis de détruire, hein. Certes, vous compensez, mais vous avez le droit de détruire. Ou bien les gens qui expliquaient que, au fond, puisque vous pouvez compenser, eh bien, vous allez arrêter de faire des efforts pour éviter. Ça a été la première vague de critiques. La deuxième, ça a été sur les irréversibilités, c'est-à-dire qu'il n'est pas toujours possible de remplacer un écosystème par un autre identique. Si vous détruisez une vasière fréquentée par les oiseaux d'eau, c'est très facile de créer une autre vasière fréquentée par les oiseaux d'eau. Si vous détruisez une tourbière qui a mis 5000 ans à s'accumuler, c'est impossible de la remplacer par une autre tourbière. Donc il y a un problème d'irréversibilité. Et ensuite, il y a tous les problèmes de mise en œuvre qu'on a aussi évoqués hier. La difficulté d'établir les équivalences. En apparence, c'est très simple, 100 hectares de zone humide remplacés par 100 hectares de zone humide. Mais Claire Varenne nous a bien montré hier qu'en fait, c'est plus compliqué et qu'on aboutissait finalement à des équivalences négociées. Le deuxième problème, qui est plus important, c'est la disponibilité du foncier. Et c'est ça qui montre les limites de l'idée qu'un outil micro peut faire du changement macro. Je vous donne un exemple qu'on a vu dans la pratique, dans le département des Yvelines. C'est un département qui est très dynamique du point de vue de la construction de logements, d'infrastructures, etc. Tous projets qui ont besoin de surfaces de compensation. Où est-ce qu'on va prendre ces surfaces de compensation? Il n'y a pas 36 solutions. On va les prendre soit sur la forêt, soit sur les milieux naturels, soit sur l'espace agricole. Donc, à partir du moment où on a une politique de compensation, il faudrait poser le principe qu'on va changer les équilibres d'ensemble du land use. Et par exemple, que si les Yvelines bétonnent, je dis n'importe quoi, 300 hectares par an, eh bien, il va falloir sortir d'un des autres usages 300 hectares par an, ou 1000 hectares, ou 2000 hectares peut-être. Si on est dans un cadre politique et réglementaire comme en France, où les statuts des usages du sol sont verrouillés
par la législation forestière, par l'organisation du secteur agricole, et on n'a pas l'option de faire ces changements d'affectation d'usage des sols. Donc soit on va faire de la compensation sur les milieux naturels eux-mêmes, alors ça affaiblit singulièrement le concept, et du coup on termine bloqué. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ruse sur les équivalences, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des compensations équivalentes qui ne demandent pas de libérer du foncier. Mais là, on s'écarte de plus en plus de l'idée de pas de perte nette avec ça. Donc, en fait, l'idée qu'un outil peut par lui-même changer des équilibres macro ne fonctionne pas vraiment. Ensuite, il y a un problème de pérennité. Puisque l'idée, c'est que je détruis pour toujours tel milieu naturel pour faire passer une autoroute. Donc la compensation, elle consiste à recréer un autre milieu naturel pour toujours. Qu'est-ce que ça veut dire pour toujours? Il va falloir le gérer, etc. Il y a aussi des contrats, des baux, des choses qui ne sont pas définitives. Et donc on arrive à des dispositifs que tout le monde a l'air de trouver naturel, mais que je trouve complètement ubuesque, dans lesquels on va garder la mémoire de toutes les opérations de compensation. Là encore, c'est ce que Claire Varret mentionnait hier. Mais comment on fait pour croire que dans le long terme, on peut mener une politique publique qui refuse d'oublier et de réactualiser l'état des choses en oubliant les opérations antérieures. Imaginez que dans le cadastre, on exige de garder toutes les transactions depuis le 19e siècle et que ça ait une influence sur les négociations de la propriété foncière. C'est pas possible. Des dispositifs qui sont amenés à vivre dans le long terme doivent reposer sur un mécanisme qui permet l'amnésie. J'ai détruit 100 hectares de zone humide pour une autoroute, j'ai recréé 100 hectares de zone humide, voilà, c'est le nouvel état de choses. Mais si on se met en situation de devoir se rappeler qui a donné quoi à qui a donné quoi en contrepartie et tout, je ne sais pas si vous imaginez fonctionner comme ça dans n'importe quel contexte organisationnel, c'est impossible. Il y a besoin de sortir de ça. Et donc, je vais peut-être accélérer. En fait, on s'aperçoit aussi que la logique individualisée du 1 pour 1, elle a des limites importantes. Par exemple, quelqu'un dont le métier est de construire des autoroutes n'est pas forcément ultra compétent pour faire des zones humides. Ou bien si vous faites un lotissement de 15 hectares, et encore, même ça fait un très grand lotissement, vous faites un lotissement de 2 hectares, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous-même gérer la recréation de 2 hectares du milieu naturel. Donc on est logiquement amené à s'interroger sur une mutualisation du dispositif. Donc c'est le fameux banking qui consiste à créer des pools de milieux naturels qu'on peut ensuite échanger en termes de compensation. Mais du coup, on s'aperçoit que ça revient à aller vers une logique d'aménagement du territoire et pas seulement vers une logique du 1 pour 1 micro. C'est-à-dire que là, on est conduit à remettre la discussion sur les projets dans une discussion sur l'aménagement du territoire, l'outil n'étant qu'un petit aspect qui va permettre par exemple de gérer des niveaux de contraintes de financement pour les opérateurs ou des choses de ce genre-là. C'était pour illustrer l'approche par les outils. Donc la boîte à outils, elle est très riche, elle est extrêmement hétéroclite, parce qu'entre soutenir une base de données de biodiversité, financer l'achat de foncier pour une réserve naturelle, ou faire des programmes de sensibilisation des agriculteurs, on est sur des types de choses tout à fait différentes. Il ne faut pas perdre de vue que dans cette prolifération des outils, il y a quand même quelques outils qui sont absolument fondamentaux, à la fois quantitativement et parce qu'ils structurent le secteur. Ces outils, ça va être les aires protégées, la réglementation, les études d'impact, le système de connaissances. C'est ça les outils fondamentaux sur lesquels qui structurent le domaine. Et derrière ça, il y a toute une autre variété d'outils. Alors ma liste n'est sans doute pas exhaustive, mais dans la boîte à outils, il y a des outils plus importants que les autres. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue, il ne faut pas lâcher ce qui est structurant pour ce qui est innovant mais pas structurant.
Et en fait, le domaine de la biodiversité, ce que j'ai essayé d'illustrer avec la compensation, c'est que depuis des dizaines d'années, se reproduit le phénomène par lequel on met sur la table un nouvel outil et où d'un seul coup, il y a une sorte d'espoir général sur la capacité de cet outil à faire muter le problème de l'intérieur pour le transformer. Donc actuellement, la compensation va être au centre de l'attention. Il y a 10 ans, c'était les paiements pour services écosystémiques, etc., etc. Donc ces innovations en termes d'outils, elles sont très intéressantes. Elles permettent de faire bouger les choses, de trouver de nouvelles négociations et de nouvelles solutions. Mais en fait, quand on les met en œuvre, on s'aperçoit que le schéma conceptuel de l'outil qui joue sur le maillon faible qui va faire changer les choses ne fonctionne jamais comme ça dans la pratique. Par exemple, sur les paiements pour services écosystémiques, l'AFD a fait un boulot avec Yann Laurence et Tiffaine Leménager qui montre qu'en fait le principe c'est celui qui bénéficie du service négocie directement avec celui qui, en changeant ses pratiques, peut produire le service, mais la réalité, elle est complètement différente. C'est-à-dire qu'il y a des intermédiaires entre l'utilisateur des services et le producteur des services, et qu'on va passer par exemple par des financements publics et pas par un contrat direct, etc., qui font qu'au bout du compte, on est ramené à comprendre des situations d'intervention complexes qui font mentir la simplicité conceptuelle de l'outil. C'est la même chose sur la compensation et sur tous ces outils. Là encore, ce qu'on va voir, c'est que pour que les outils aient un impact, la force et la capacité de l'acteur qui porte la biodiversité est décisive. D'abord parce que pour qu'un outil fonctionne, il faut qu'il y ait un artisan. Pour changer un radiateur, il ne suffit pas d'avoir la boîte à outils, il faut aussi avoir le plombier. Donc des outils sans plombier, ça n'a pas d'effet. Et d'autre part, parce que puisqu'on ne peut pas compter sur un effet propre automatique des outils de par leur conception, une grande partie de leur efficacité va se jouer dans des détails de mise en œuvre. Là encore, dans le livre sur le tournant environnemental, il y a un chapitre très intéressant sur le financement des dispositifs anti-pollution en Égypte, où on va s'apercevoir que si ces financements ont eu effectivement des impacts environnementaux, c'est parce que dans le circuit de leur mise en œuvre, il y avait un acteur administratif responsable de l'environnement qui filtrait de manière à s'assurer que seuls les projets effectivement efficaces sur la pollution étaient retenus. En l'absence de ce maillon-là de la chaîne de mise en œuvre, le financement aurait pu se transformer en un financement générique des investissements sans effet particulier. Et donc, les outils sont à replacer par rapport à ceux qui les portent, par rapport à des situations complexes et par rapport à l'ensemble de la chaîne d'intervention où ils s'inscrivent. C'est-à-dire que si on réfléchit par exemple à la stratégie d'EDF en matière de gestion de la biodiversité, vous avez vu que la discussion s'est beaucoup focalisée sur la compensation, mais ça ne donne pas une idée juste de la répartition des efforts, ni de l'endroit où sont les plus gros impacts. Ça donne juste une idée de la sensibilité d'actualité du milieu dans lequel on travaille, mais on ne peut pas faire fond là-dessus pour investir. Il y a vraiment besoin d'entendre ces innovations et d'y participer, mais pas de se laisser embarquer par elles, parce que sans ça, on risque de rater les fondamentaux et les structures qui vont déterminer les résultats. Donc peut-être discussion sur ces outils, sur la phase des outils, la compensation. Ouais. Peut-être sur une remarque sur l'enchaînement d'un peu des opérations. On voit qu'elle est elle est représentée de manière très linéaire, mais j'imagine qu'on peut avoir un enchaînement qui ne va pas forcément de A, B, C, D, mais qui peut venir de différentes logiques qui, effectivement, au final, fait que l'outil qu'on a mis en place fonctionne ou pas. J'avais du mal à comprendre, en fait, pourquoi on représente cet enchaînement d'opérations de manière linéaire. De passer A, B, C, D, et pas forcément... voilà, on est sur un objet, mais on a des influences, en fait, qui viennent de différents mondes. Alors, et qui ne s'enchaînent pas l'une après l'autre.
C'est un peu sur la question de la linéarité des... Alors sur la linéarité, cette linéarité, elle n'est pas toujours, effectivement, il y a parfois des feedbacks, mais dans la théorie d'action de l'outil, très souvent c'est linéaire. La certification par exemple, les labels, c'est linéaire. Le consommateur exerce son choix, donne un premium et filtre les produits non labellisés, et ce label va faire évoluer les pratiques des producteurs. Il n'y a pas de table ronde où les consommateurs et les producteurs réels peuvent s'asseoir. Il peut y avoir des lieux de concertation où les différents maillons de la chaîne discutent de temps en temps, mais souvent les théories d'action sont de cette nature-là. Et du coup, ça me permet d'introduire un autre aspect très important, mais qui va dans votre sens, c'est qu'en fait, pour qu'une chaîne comme ça marche, il faut que les intervenants des différents niveaux de la chaîne partagent le souci d'efficacité et du résultat biodiversité. Dans une chaîne de mise en œuvre de politique publique, on a vu ça dans le premier jour, quand on a discuté de la pêche. Pour qu'une politique de la pêche fonctionne, avec ses outils réglementaires, ses subventions, etc., il faut que, depuis le pêcheur jusqu'au pouvoir public, il y ait un partage du souci d'efficacité. Je prends le thon rouge. Pourquoi ça a marché sur le thon rouge? On a eu droit à tous les effets pervers, les imperfections de la mise en œuvre de la réglementation. Le résultat a quand même été obtenu parce que dans les ordres de grandeur, tout le monde, depuis l'industrie de la pêche au thon rouge jusqu'aux différentes administrations concernées, partageait en réalité cet objectif de résultat. Or, en matière de biodiversité, il y a des cas où c'est le cas, d'autres où ça n'est pas le cas. Et quand ça n'est pas le cas, ça doit nécessairement devenir une priorité. C'est pour ça que j'insistais sur le fait que le comportement des consommateurs, c'est bien, mais les options des professionnels, c'est mieux. C'est-à-dire que si on veut faire évoluer les systèmes agricoles en impliquant le mainstream de l'agriculture, ce qui est nécessaire si on veut avoir un impact d'ensemble, eh bien à ce moment-là, si le facteur limitant c'est le degré de conviction des syndicats agricoles, parce que je pense que les agriculteurs individuels, il y en a beaucoup qui sont sensibilisés, mais si le facteur limitant c'est le degré de conviction des organisations professionnelles agricoles, eh bien à ce moment-là on ne peut pas faire l'impasse là-dessus, parce que ça va devenir le facteur limitant dans la mise en œuvre, même si on avait des niveaux élevés de financement et d'engagement. Moi, peut-être un peu la nuance, mais là vous êtes dans une approche, une logique un peu nationale. Or, je pense que c'est aussi une approche internationale. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des pratiques qui sont vertueuses dans des pays mêmes, mais que leur pratique à l'extérieur va être complètement différente. Je pense à la Chine, par exemple, sur l'exploitation minière et l'impact sur la biodiversité en RDC, par exemple, montre que cette problématique un peu de rapport, un peu de puissance, etc., a un jeu. Et c'est vrai aussi, par exemple, que Flect sur le bois, par exemple, dans un pays où je travaille en Centrafrique, a fait que finalement, le bois ne part plus en Europe, il part en Asie, où finalement, il ne va pas y avoir d'intérêt pour les producteurs de changer leurs pratiques, parce qu'ils ont trouvé d'autres producteurs qui ont compensé ceux qui les bloquaient, entre guillemets, européens. Donc ça veut dire qu'on est aussi, et dans la problématique de la compensation, elle est nationale, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer aussi des mécanismes de compensation internationale? C'est-à-dire, si on n'a pas de solution... Là, vous anticipez sur la troisième partie, on va y venir. Mais en revanche, les exemples que vous avez donnés viennent à l'appui de l'idée que ce n'est pas un outil qui va changer les choses. Vous mettez en place un outil sur les modes de le type de forêt dont doivent venir les bois exportés en Europe, c'est un outil. La théorie d'action, c'est nous refusons d'acheter des bois de forêt exploités de manière non durable. Du coup, les différents intermédiaires vont faire pression sur les gestionnaires de forêt pour obtenir ça. Mais tout outil est limité de cette manière-là et peut générer des fuites. Et donc c'est pour ça que le raisonnement outil est par lui-même limité. Il faut replacer
l'outil encadrement de la filière forêt dans la situation d'ensemble sur laquelle c'est censé intervenir. C'est vraiment une limite du raisonnement outil. Peut-être un petit complément pour vous montrer à quel point c'est vraiment adapté à ce qu'on vit, nous, au sein de l'agence. L'exemple de l'Égypte, on a étudié une ligne de crédit environnementale portée par l'AFD et de multiples bailleurs pour essayer de comprendre est-ce qu'une ligne de crédit anti-pollution en Égypte a du sens et qu'est-ce qui fait que ça peut vraiment être un projet biodiversité. Et très rapidement, on est effectivement tombé sur l'organisation, le portage du projet. Et donc c'est ce que Laurent soulignait avec des acteurs d'environnement positionnés aux bons endroits dans le montage même du projet. Aujourd'hui, le portefeuille biodiversité de l'AFD, c'est 30% qui viennent de EA. Donc, cette année, il n'y a personne de EA, mais il y en avait l'année dernière des collègues de EA. EA, c'est quoi? EA, c'est eau et assainissement. D'accord. Et quand vous rentrez dans le... Donc c'est hyper intéressant, effectivement, on peut penser que la station d'assainissement en soi est un outil favorable à l'environnement, mais si vous rentrez dans le projet, et ça rejoint ta préoccupation de trame bleue Gauthier dans une ville, quand on porte dans un secteur une préoccupation environnementale, quels outils et quels acteurs on doit ou on a intérêt à mobiliser pour s'assurer que le projet en tant que tel va conduire à un résultat positif. Et EA, si vous discutez avec eux, en fait, ils sont dans une logique sectorielle et très peu de synergie avec des acteurs d'environnement, une ONG, un ministère de l'Environnement, qui ne sont pas encore dans cette logique. Donc il y a aussi un travail, nous, au sein de l'AFD, je trouve, d'intégrer ces acteurs dans nos montages de projets, quels qu'ils soient, pour s'assurer, c'est pas nous, depuis Paris, et c'est pas parce que la fiche note qu'il y aura un impact biodiversité que ça va se faire. C'est vraiment parce que les acteurs, on met dans la construction du projet, quel qu'il soit, et c'est pour ça que moi je trouvais que l'option d'Émilie et de Bruno avait aussi du sens, c'est qu'on travaille, quels que soient les outils qu'on mobilise pour porter un projet, c'est bien parce qu'on pense aux acteurs et à la boîte à outils dans le contexte donné qu'on peut réussir à faire quelque chose qui aura un impact. Bon, moi je travaille pas mal sur les politiques, les politiques agricoles. J'utilise jamais le mot outil parce que je trouve que justement le mot lui-même est un peu biaisé, quoi. Et il y a quelqu'un qui prend l'outil, qui tape sur quelque chose. C'est ça, c'est un marteau, on tape sur. Ou qui serre la vis. Voilà, ou qui serre la vis. Donc moi j'utilise plutôt le mot mesure, parce que je pense qu'une mesure c'est vraiment quelque chose qui se construit avec l'intérêt des gens qui sont impactés par la mesure. Donc c'est vrai que dans le langage Bayer on utilise l'outil, on utilise levier aussi. Alors si on prend mesure, par exemple. Quand on parle des mesures agri-environnementales, la limite, c'est mieux qu'outil, mais la limite c'est qu'au fond, on a l'idée qu'en changeant un élément de règle, ou bien en installant une source de financement par exemple, on va générer un impact qui va se transmettre dans la chaîne professionnelle de manière fidèle. Par exemple, si je prends des mesures agri-environnementales pour financer les prairies naturelles et diminuer le différentiel de revenus par rapport à des cultures labourées, je dis ok, je mets en œuvre cette mesure. Et en fait, la mesure n'agit pas par elle-même. Dans les raisonnements des économistes, à partir du moment où j'ai comblé le différentiel de revenus, l'agent économique, clac, va s'aligner automatiquement. Dans la réalité, la mesure va passer par une chaîne organisationnelle avec les contraintes réelles des organisations. Et du coup, c'est la mesure plus la chaîne de mise en œuvre de la mesure qui sont décisifs et pas la mesure par elle-même qui impulserait. Or, si vous écoutez autour de vous les discussions et les raisonnements sur les politiques environnementales, 3 fois sur 4, le raisonnement c'est on va changer tel élément de règle du jeu ou on va injecter telle source de financement et ça va se transmettre en chaîne pour faire des changements. Et donc lorsqu'on essaie de sensibiliser au fait que ça ne se transmet pas de manière automatique comme des boules de billard, ça se transmet à travers une chaîne d'action organisationnelle dont la qualité et les capacités sont décisifs.
Peut-être aussi un dernier point, je pense que l'idée de dire qu'il ne faut pas perdre de vue les outils les plus fondamentaux, ça a du sens parce que on se rend compte qu'il y a de la concurrence en fait dans les porteurs de ces différents outils. Entre ceux qui portent la ligne de crédit, l'air protégé, la séquence ERC, il y a des guerres aussi intersectorielles qui fait qu'on peut tout d'un coup se dire attendez, les aires protégées, il y en a qui sont pour les aires protégées publiques, en fait c'est aux communautés de gérer les aires protégées, ou non, c'est le secteur privé qui est le mieux à même. Et si on se laisse, si on perd de vue un peu les grands outils fondamentaux, on peut assez rapidement délaisser les enjeux de fond. Oui, et ce qui renforce l'importance de ce point, c'est le fait qu'il faut comprendre que les outils les plus utiles sont ceux qui concentrent aussi les critiques. Dans le champ du développement, le plus frappant, c'est les campagnes d'opinion permanentes contre les aires protégées, venant par exemple d'universitaires qui sont des défenseurs du milieu rural ou des choses comme ça. Et donc il y a toute une littérature de lutte contre l'idée d'aires protégées, etc., qui promeut d'autres types d'outils, mais qui les promeut notamment parce que leur efficacité est gênante pour les intérêts qu'ils défendent. Donc la discussion sur les outils est aussi une discussion en tension entre les secteurs. Et juste sur la séquence ERC, moi je pense qu'on va essayer nous de la tester un peu au Mexique, et quand on est dans cette approche de dialogue de politique publique, ça serait intéressant de voir si en Indonésie ou dans les grands émergents, c'est plus chez les émergents, d'essayer de porter cet outil non plus comme un outil justement en B2B entre une entreprise, un projet et une restauration, mais d'en faire un outil de politique publique qui s'inscrit dans l'aménagement du territoire, qui peut générer des revenus et être distribué pour appuyer des logiques d'air protégé, de réserve, de label. Essayer de penser à ce niveau-là la séquence ERC, c'est quelque chose que nous à l'AFD on n'est pas encore à même de proposer, alors que la compréhension fine de ce qui se dit et de ce qui se fait là-dessus montre que cet échelon pourrait avoir de l'intérêt, y compris dans nos interventions. C'est à la troisième étape, c'est au fond, est-ce que on voit que l'action pour la biodiversité, elle est fragmentée, elle est répartie entre des types d'efforts qui sont différents les uns des autres. Elle l'est non pas par un manque de cohérence dans la conception initiale, mais parce qu'en fait, il y a besoin d'intervenir à des endroits différents et de manière différente. Mais du coup, est-ce qu'on peut quand même avoir des raisonnements d'ensemble pour se demander si l'action générale qu'on mène en matière de biodiversité convient ou pas? Les enjeux, c'est d'une part pour l'orientation générale des politiques publiques. Par exemple, si la France dit on va faire un effort à l'échelle nationale pour soutenir la biodiversité mondiale dans le cadre des accords internationaux sur la biodiversité, comment on va faire pour qualifier notre effort biodiversité, comprendre, expliquer sa logique globale puisqu'il est réparti entre des instruments ou des interventions complètement hétérogènes. Et puis il y a aussi un enjeu de lisibilité démocratique, c'est-à-dire que les gouvernements s'engagent sur des niveaux d'objectifs de biodiversité. Comment on fait pour, au-delà de l'hétérogénéité de l'action biodiversité, rendre des comptes? Alors, je vais passer en revue un certain nombre de propositions de raisonnement global sur la biodiversité qui ont cours en ce moment pour les mettre en discussion. Par exemple, Wilson, qui est un des moteurs de la prise en charge de la biodiversité au niveau mondial, a publié un livre en 2016 dans lequel sa proposition consiste à mettre en réserve la moitié de la surface du globe. On explique sans quand qu'il faut une vision globale et que ce que les études scientifiques montrent, c'est qu'elles permettent de calculer un ordre de grandeur. Pour fixer les idées, aujourd'hui on est autour de 10% de surface en aire protégée. Si on est à 10%, on perdra la moitié des espèces, la moitié de la biodiversité à long terme. En protégeant 50% des surfaces, on pourrait conserver 80% de la biodiversité. Et donc, le raisonnement de Wilson, il consiste à dire l'action actuelle, elle est saupoudrée. Et en fait, pour que
des sociétés humaines se mobilisent, il faut qu'elles aient un vrai idéal, une vraie vision, quelque chose qui change par rapport à ce qu'elle fait, à ce qu'une société fait aujourd'hui et qui va la mobiliser. Un peu comme quand on parle du programme spatial américain, on explique le côté mobilisateur de ce programme spatial. C'est un objectif très difficile mais motivant. Et donc l'idée de Wilson, c'est que à un moment donné, il faut qu'on se donne un objectif global de mise en réserve et pour trouver un équilibre entre une partie qui serait exploitée et qui bénéficierait des services écosystémiques du reste. Si on prend les pêcheries, imaginons que la moitié des océans mondiaux soit en réserve, l'autre moitié serait beaucoup plus poissonneuse qu'elle n'est aujourd'hui et donc permettrait des niveaux élevés d'utilisation des ressources. Donc ça, c'est la proposition de Wilson. Ce que vous voyez, c'est que en fait, c'est quand même l'extension à une échelle globale d'un dispositif local qui est l'aire protégée. Un autre type de proposition, c'est les propositions qui consistent à dire ok, ce qu'il nous faut, on se rend bien compte que l'impact dépend de l'endroit où on fait les choses. Si je construis une autoroute dans ce qui est aujourd'hui des champs de maïs, ça ne va pas faire de mal à la biodiversité. Ça peut même faire du bien. Si je fais une gestion différenciée sur mes bermes d'autoroute, il y aura beaucoup plus de diversité que dans un champ de maïs. En revanche, si mon autoroute, je la fais sur une tourbière où il y a des espèces endémiques, là, l'impact sur la biodiversité va être énorme. Et donc, la question qui se pose, c'est où répartir les efforts, à la fois les efforts pour financer la conservation et puis les efforts pour éviter de détruire. Ici, on a la carte des hotspots qui a été mentionnée par Claire Varret hier. Donc les hotspots, qu'est-ce que c'est? C'est fondé sur 2 critères principaux. Premier critère, des endroits où il y a un niveau très très élevé de biodiversité. Deuxième critère, ces endroits sont menacés. Et donc, il y a une priorité à intervenir sur des zones à la fois très riches et menacées. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir une logique globale de répartition spatiale de l'effort qui va nous permettre de nous assurer que, par exemple, si vous lancez, vous, un projet ou une intervention, c'est cohérent avec un raisonnement global sur les priorités d'action. Ce qui est amusant, c'est que je vous sors une deuxième carte qui est aussi un raisonnement sur où faut-il mettre l'effort sur la biodiversité. C'est une opération qui s'appelle Last of the Wild, dans laquelle les auteurs ont raisonné de la manière suivante. Leur raisonnement a consisté à essayer de cartographier l'empreinte écologique de l'homme. C'est-à-dire de visualiser de manière spatiale le degré de pression lié au développement, à la démographie, etc. Et le raisonnement stratégique est de dire, en fait, c'est illusoire d'essayer d'agir juste à l'endroit où le rouleau compresseur va passer bientôt. On peut aller beaucoup plus loin en se disant, ok, qu'est-ce qui est aujourd'hui épargné par l'empreinte écologique et structurer l'effort à partir de là pour conserver ce qui est déjà conservé plutôt que de courir après le front de développement. Donc ça donne cette carte-là. Vous voyez que, en fait, quand on recoupe les 2 cartes, on arrive à voir qu'elles sont totalement différentes. Vous voyez que, par exemple, la forêt amazonienne figure en bonne place dans les Last Wild Places, alors qu'elle n'est pas dans la carte des hotspots, parce qu'elle n'est pas le front de dégradation au Brésil, mais que c'est plutôt les écosystèmes qui sont au sud-ouest qui sont en dégradation. De même que le Sahara, oui, c'est une last wild place. Dans le raisonnement des hotspots, à la fois, ça n'est pas un endroit d'une biodiversité aussi élevée que d'autres, et par ailleurs, il n'y a pas de menace. Donc, dans ce raisonnement stratégique-là, ça n'est pas forcément la peine d'intervenir. Soit dit en passant, la logique des hotspots explique le décalage dont s'étonnait Claire Varret hier. En fait, les aires protégées, ce n'est pas les endroits menacés,
et la cartographie des hotspots cartographie les endroits menacés. Donc c'est deux logiques complètement différentes et il n'est pas surprenant qu'on n'arrive pas au même résultat. Alors là, je vous en ai détaillé que deux. En réalité, il existe toute une série ça s'appelle des Global Conservation Priority Templates, c'est-à-dire des matrices de priorisation globale des efforts en matière de biodiversité. Donc là, j'ai repris ce schéma d'auteurs qui ont passé en revue ces templates. Alors par exemple, CE, c'est les écorégions de crise, Crisis Ecoregions. La deuxième, c'est les hotspots. EBA, c'est les Endemic Bird Areas, les zones d'oiseaux endémiques. Les CPD, c'est les Centers of Plant Diversity. Les MC, c'est Mega Diversity Countries, c'est un raisonnement par pays qui consiste à dire que ça ne sert à rien d'avoir des zones géographiques, écologiques. Quand on intervient, c'est en faisant bouger la politique de pays, donc il faut cibler les pays qui ont les plus importants enjeux de biodiversité. Ça ne sert à rien de faire une grosse intervention au Danemark. Par contre, c'est sûr qu'au Congo, là, il y a une méga diversité. Ensuite, on a le G200, les Global 200 Ecoregions, sur un raisonnement par écorégion. On a le High Biodiversity Wilderness Areas, c'est le HBWA. Les Frontier Forests, les forêts qui sont menacées par des fronts de déforestation et puis on a les Last of the Wild qu'on a vu. Donc là on est dans un deuxième type de raisonnement global qui consiste à se demander comment prioriser, mais on voit tout de suite qu'il n'y a pas une évidence qui s'impose sans problème, mais que ça va forcément être l'objet d'une discussion. La deuxième chose qu'on voit, c'est que ces cartes, elles ne sont jamais purement des cartes scientifiques, mais elles résultent du couplage entre un raisonnement stratégique et un raisonnement scientifique. Exemple, si je croise la biodiversité avec le fait de focaliser la stratégie sur les zones menacées, j'obtiens les hotspots. Si je croise la biodiversité avec une stratégie de s'assurer pendant qu'il est temps des zones les moins menacées pour faire revenir la marée de l'empreinte écologique à terme, j'obtiens les Last Wilderness Areas. Donc on n'est pas du tout dans un raisonnement où on pourrait faire poser par les scientifiques des priorités qui s'imposent à l'évidence, mais où forcément ces priorités, elles sont le résultat déjà du croisement entre un raisonnement scientifique et un raisonnement stratégique. Un troisième type de raisonnement global, donc les deux premiers, ils étaient dans l'optique d'une filière propre biodiversité, où doit agir en priorité le secteur qui veut la conservation de la biodiversité. Un raisonnement tout autre consiste à dire, voilà, penchons-nous plutôt sur les pressions. Or, parmi les pressions, l'agriculture est la plus grosse pression sur la biodiversité terrestre, et au sein de cette agriculture, 70% des surfaces agricoles sont consacrées à la production de viande. Céréales qui vont nourrir des animaux, etc. Au niveau français, c'est 40%. Et donc, là, le raisonnement consiste à dire, si on veut raisonner à l'échelle globale, il faut atténuer l'empreinte écologique de l'alimentation. Et donc, pour ça, il faut modifier le contenu de l'assiette en diminuant la part de viande. Et là, on obtient des impacts qui sont potentiellement extrêmement forts. Si on diminue de 20% la part de viande, on libère déjà des possibilités d'action et de diminution des pressions qui sont très importantes. Alors, il y a deux points qui font que ce raisonnement global est incontestablement intéressant, mais quand il est pris trop au pied de la lettre, on aboutit à des aberrations. Par exemple, en France, une grande partie de la biodiversité terrestre repose sur des systèmes d'élevage extensifs. Les brebis du Roquefort, les vaches du Comté, les vaches maraîchines du Marais Poitevin ou du Marais de Brière, etc. etc. Et donc, l'équation trop brutale à la Fabrice Nicolino du genre
qui dit viande dit mauvais pour la biodiversité est fausse. Certaines filières de viande sont indispensables pour la biodiversité terrestre en France et d'autres sont destructrices. Donc il y a besoin de différencier le raisonnement. Si vous mangez du bœuf qui a été élevé sur une parcelle de défrichement en Amazonie, là vous avez 100% de dommages à la biodiversité. Si vous mangez du charolais qui entretient des prairies en Bourgogne, là vous avez tout juste sur la biodiversité. Donc ce qu'on voit, c'est que ces raisonnements globaux, quand on les prend au pied de la lettre et qu'on essaye de les décliner de manière littérale à l'échelle locale, là on va se tromper. Ça n'est nulle part plus problématique que dans ce que j'appelle les transitions contradictoires. C'est-à-dire que nous, tous les ans, depuis des décennies, on fait des exercices de terrain avec les étudiants où on arrive sur un territoire et on choisit les dossiers problématiques d'environnement sur le territoire. Et en fait, maintenant, ce qui apparaît, c'est que les dossiers les plus problématiques sont des dossiers de transition énergétique, extrêmement destructeurs de biodiversité. Et donc, on se retrouve dans l'idée que oui, si on fait une transition pour diminuer la part de la viande, on va avancer. Mais si en même temps, on se donne des quotas d'énergie dite renouvelable qui nous amènent à aller faire défricher des forêts en Guyane ou en France pour produire de la biomasse, là, la biodiversité, elle sort complètement perdante. Donc, la logique des transitions, elle ne peut pas être pensée de manière unisectorielle. Il faut avoir un raisonnement plus global. Ce que vous voyez qui est assez intéressant, c'est qu'au fond, ces raisonnements globaux, chacun repose sur la transposition à l'échelle globale d'un des points d'intervention ou des outils qu'on a passés en revue tout à l'heure. Le Global Set Aside de Wilson, c'est la logique des aires protégées portée à l'échelle mondiale. La priorisation spatiale, c'est la logique de la planification écologique et des études d'impact transposées à l'échelle mondiale. La transition globale, c'est la logique de l'éco-conception et de la recherche d'alternatives transposées à l'échelle globale. Aucune de ces logiques ne devrait pouvoir nous affranchir de ce qui est l'équation fondamentale de la pression sur l'environnement. Cette équation, c'est quoi? La pression sur l'environnement, elle est le résultat de l'évolution démographique, du niveau et du contenu de la consommation, des procédés par lesquels sont obtenus ces éléments qu'on va consommer. Est-ce que c'est des procédés plus ou moins destructeurs ou plus ou moins durables? Et puis il y a deux autres facteurs qui sont très importants dans le domaine de la biodiversité. Le premier, c'est les effets d'agencement. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que ce n'était pas pareil de faire une autoroute dans un champ de maïs ou dans une zone humide. C'est-à-dire qu'à empreinte égale, l'endroit où on pose le pied va faire une énorme différence dans l'impact sur la biodiversité. Donc il y a un vrai problème ou une vraie opportunité d'action en réfléchissant aux agencements. C'est pour ça que les politiques d'environnement y sont tellement attentives. Et puis il y a un dernier point qui est les niveaux d'attente. Si vous avez un niveau d'attente relativement bas sur la biodiversité, un champ de maïs avec une haie tous les 500 mètres, ça peut vous suffire en fait. Donc en réalité, les niveaux d'attente sont une variable fondamentale de la gestion de la biodiversité. Donc ce qu'on voit, c'est que souvent les gens essayent de dire le niveau important, c'est X ou Y dans l'équation, dans cette équation fondamentale. Par exemple, il faut jouer sur la sensibilité à la biodiversité et du coup, les gens vont se mobiliser sur les autres aspects. Ou bien, du moment qu'on adopte des procédés de production durable, en faisant de la gestion forestière durable, par exemple, alors c'est pas la peine de s'occuper des autres aspects. En fait, tous ces facteurs sont limitants et donc il faut replacer ces raisonnements globaux dans ce raisonnement encore plus global qui est l'équation fondamentale de la pression écologique. Ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de vous présenter une autre
proposition de raisonnement global qui est très récente. C'est un article de Harlidge et ses collègues de 2018. Et il propose un raisonnement original à l'échelle globale sur la biodiversité. Quel est le raisonnement? Il consiste à dire, voilà, pour l'instant, on agit sur la biodiversité, mais de manière hétérogène. Par exemple, on réglemente certains secteurs et pas d'autres. Ou bien, il y a certains pays ou territoires qui ont pris les choses en main et pas d'autres. Donc pour eux, il y a des trous dans le filet, et c'est ces trous dans le filet qui expliquent qu'on puisse avoir de la dégradation globale de la biodiversité, même s'il y a des succès locaux en matière de gestion de la biodiversité. Du coup, il se pose la question, mais comment on peut poser un cadre de raisonnement et d'action global à partir de là? Il faut que ce cadre nous permette de situer dans une vue d'ensemble des actions hétérogènes. Il faut qu'il nous permette d'identifier les endroits où il n'y a pas d'intervention alors qu'il devrait y en avoir. Il faut que ce cadre soit viable du point de vue des échelles géographiques, parce que la biodiversité, elle est gérée au niveau local, au niveau régional, national et international, et qu'il n'y a pas moyen de s'abstraire de ces échelles quand on agit pour la biodiversité. Donc si on n'est pas explicite là-dessus, on va faire des trous dans le filet. Et puis il faut une lisibilité collective sur le résultat, de manière à ce que quand on délibère à l'échelle mondiale pour des engagements biodiversité, on puisse dire ok, on a les moyens de raisonner et d'agir pour ces résultats globaux. Leur proposition, c'est d'instaurer la séquence ERC à l'échelle mondiale. Donc, de prendre au sérieux les engagements de niveau de résultat, par exemple sur une idée de pas de perte nette de biodiversité, et à partir de là, exiger de tous les opérateurs qui mettent en œuvre la chaîne éviter, réduire, compenser, chacun à son échelle. C'est-à-dire que si par exemple un État a une grosse politique de développement de l'énergie hydroélectrique, eh bien, il devra être en position de montrer qu'il a conduit ce programme de manière à éviter les impacts, à minimiser les impacts, et qu'il les aura compensés de manière à ce qu'au bout du compte, on soit sur le niveau d'engagement global. Et donc, ce qui fait le côté... ce qui convainc, à mon avis, certains des lecteurs de cette proposition, c'est qu'elle est plus réaliste que d'autres, en ce sens que, en admettant l'idée qu'il faille tenir les engagements globaux, elle conserve la négociabilité sur les moyens par lesquels on les tient. Puisque tous les acteurs sectoriels et les pouvoirs publics des différents niveaux de territoire peuvent ajuster par la localisation des activités, par les systèmes de compensation, et ils peuvent même se répartir l'effort entre eux. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'un pays qui choisit pour le développement économique de booster son exploitation forestière va pouvoir dire « Ok, chez nous, on ne peut pas, mais par contre, on va... » tel autre pays, lui, est en extensification forestière, et au bout du compte, il y a un no net loss. Donc pour eux, ça permet de répercuter l'exigence de niveau d'objectif tout en laissant aussi ouvert que c'est possible un niveau d'objectif global fixé, les négociations territoriales, sectorielles ou autres sur la manière de tenir les négociations de répartition de l'effort sur la manière d'obtenir le résultat visé. Si je fais une lecture critique de cette proposition, non pas pour la neutraliser ou la ridiculiser, mais parce qu'elle nous aide à réfléchir sur les enjeux d'une politique globale de biodiversité, la première difficulté évidente, c'est est-ce qu'il existe une autorité qui dispose d'un pouvoir suffisant pour exiger le niveau de résultat? Parce que si vous exigez un niveau de résultat, il va falloir que vous soyez en capacité d'obtenir ce niveau de résultat de la part des intervenants. Donc là, on voit qu'il y a une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est les équivalences. Ce raisonnement repose sur l'idée qu'on a une capacité suffisante à discuter sur ce qui équivaut à quoi j'ai détruit ceci
je recrée cela, ou bien je détruis ceci mais je protège cela ailleurs. Donc il y a un vrai problème d'équivalence qui demande à minima un énorme effort de connaissance et dont il n'est pas sûr qu'il soit faisable. Parce que l'équivalence, ce n'est pas seulement des faits, c'est aussi des appréciations de valeur. Et si on n'est pas d'accord sur ce qui est précieux ou pas, là ça devient très compliqué. La troisième impossibilité, et celle-là je pense qu'elle a une importance majeure pour les organisations du développement, c'est que le fonctionnement de la compensation, il repose sur le fait suivant, il repose sur le fait qu'il y a des activités qui sur une surface relativement faible génèrent une valeur économique et sociale très forte. Par exemple, si je construis un lotissement dans la banlieue de Sydney, qui est un des endroits où il y a le système de compensation le plus accompli, je vais défricher 2 hectares d'une forêt très endémique et je vais les reconstituer ailleurs. Mais il est clair que la valeur économique et la légitimité sociale de mon projet de lotissement pour loger des gens sont telles que ça peut dégager des moyens qui vont pouvoir s'exercer sur des surfaces où il y a moins de pression économique et sociale. Même chose si je suis un opérateur minier, je vais arriver pour faire une mine de charbon qui va avoir une emprise de 2000 hectares en Amazonie, mais sur ces 2000 hectares, je vais générer une valeur économique et une utilité d'approvisionnement, c'est pas qu'une question de profit, et une utilité d'approvisionnement pour les chaînes mondiales de production de biens et de services qui me donne un vrai effet de levier pour compenser. Le point aveugle que les gens ne voient pas, c'est que si on veut faire de la compensation totale, ça veut dire qu'il faut aussi compenser sur des activités qui créent moins de valeur. Exemple, j'ai un projet qui consiste, ou un ensemble de projets, qui consiste à défricher 200 000 hectares de forêt de Bornéo pour faire du palmier à huile. Si j'applique le raisonnement de compensation, il faut recréer 200 000 hectares d'écosystème forêt de Bornéo. C'est ça la logique. C'est impossible. C'est impossible parce que le facteur de production est la destruction de la surface. On est dans un cas de figure qui est complètement différent de la mine, du lotissement ou de l'autoroute. Et donc, la possibilité pour des activités dont la destruction de la surface est le principal facteur de production, la compensation en elle-même n'est pas possible. Donc c'est un des éléments que met en relief la tentative de transposer la logique de la compensation à l'échelle globale. Le dernier point qui titille d'une certaine manière, c'est l'idée que les niveaux d'objectifs, en fait, ils sont renégociés par la mise en œuvre. Dans n'importe quelle politique publique, vous fixez un niveau d'objectif, par exemple le plein emploi ou le droit au logement, et dans la mise en œuvre, de fait, on va renégocier le niveau d'objectif, soit parce qu'on ne va pas atteindre l'objectif, même si on l'a utilisé pour mobiliser, soit parce qu'on va redéfinir en avançant la nature qualitative des objectifs d'une manière qui revient à les négocier. Par exemple, à travers la renégociation des équivalences. Donc, du coup, tout ça, ça nous renvoie à des limites fondamentales des politiques de biodiversité. L'action top-down a des limites très importantes parce que les acteurs du haut n'ont pas forcément des leviers formidables sur ceux du bas. Deuxièmement, le développement a par lui-même une pression qui peut être irréductible. Si vous avez de l'expansion démographique et une amélioration de la ration alimentaire, si vous êtes amené à créer des nouvelles surfaces agricoles, ça n'est pas compensable. Et puis, il y a un dernier point qui est pas simple à expliquer, c'est qu'au fond, la biodiversité, elle est par nature hétérogène. Et donc, quand on rentre dans des raisonnements d'équivalence, quelque part, on est en décalage avec ce qui est le cœur même du problème de biodiversité. C'est comme si on voulait faire une politique publique administrative pour améliorer la liberté des individus.
ça peut se faire, dans certains cas, on peut le faire, mais il faut bien avoir conscience du fait que la logique administrative, par elle-même, elle peut aussi avoir des effets contraires. Donc les politiques de biodiversité, à un moment donné, il faut qu'elles se disent, ok, on est sur un objet dont l'hétérogène est le cœur, et donc il ne faut pas non plus qu'on aille trop fort sur des raisonnements qui n'en tiennent pas compte, par exemple à travers certaines conceptions des équivalences. De cet article, dans cet article, les auteurs, qu'est-ce qui leur fait penser que c'est une bonne idée de généraliser la séquence ERC? Le premier point, c'est que tout le milieu des acteurs de l'environnement est maintenant familier avec cette séquence ERC. Donc le mode de raisonnement ERC est immédiatement mobilisable de manière opérationnelle à des échelles plus grandes si on arrivait à le transposer. Un petit peu comme dans la proposition de Wilson, tout le monde comprend la logique des aires protégées et donc il n'y a pas besoin, c'est tout à fait possible de discuter cette proposition à grande échelle. Mais il y a plus. Et ce qui constitue, à mon avis, le point le plus intéressant dans cet article est le suivant. Il consiste à dire toutes les actions actuelles sur la biodiversité, toute la boîte à outils, s'inscrit en fait dans une logique éviter, réduire ou compenser. C'est-à-dire que tous les outils, réglementation espèces protégées, aires protégées, etc., sont des outils d'organisation de l'évitement. On va éviter d'aller construire des infrastructures dans tel parc national, etc. Donc la logique de beaucoup d'outils, c'est l'évitement. Tous les outils qui consistent à encourager des modes de production plus durables, à intégrer des éléments de biodiversité. Par exemple, dans le paysage agricole, si on introduit des bandes enherbées et des haies pour favoriser la biodiversité, ça rentre dans la logique de réduire. Soit réduire, dans les textes anglo-saxons, c'est leur cas, ils n'ont pas une seule notion qui est réduire, il y a deux volets. Il y a un volet qui est minimize. Par exemple, je ne vais pas mettre de néonicotinoïdes sur ma parcelle, ça diminue l'impact sur les insectes. Et l'autre qui est mitigate, c'est-à-dire une compensation à petite échelle ou une amélioration à petite échelle. Je vais mettre des haies, je vais mettre des bandes enherbées, les oiseaux et les insectes utiles vont pouvoir nicher. Donc, toute une autre partie de la boîte à outils est dans la logique du réduire. Et puis en fait, la notion de compensation, on est trop fasciné de mon point de vue par la logique 1 pour 1. Si on prend un peu de recul, le point clé est le suivant. Nous ne pouvons pas empêcher qu'on continue à détruire certains éléments de biodiversité. Si on veut faire des politiques d'équipement, des politiques agricoles et tout, on va continuer à détruire certains éléments de biodiversité. Et donc, si on a une vision globale pour la biodiversité, eh bien il va falloir restaurer ou créer de la biodiversité. Il va falloir accepter l'idée qu'il y a des nouveaux écosystèmes qu'il va falloir faire fonctionner, etc. Et donc tout le volet restauration écologique qui est pris aujourd'hui depuis quelques années dans la vision à mon avis trop étroite de la compensation constitue en fait à l'échelle à toutes les échelles, que ce soit locale, nationale, internationale, un élément absolument indispensable. Donc le raisonnement, ça ne devrait pas être compensation, c'est-à-dire un tel a cassé ça, il doit refaire ça. Le raisonnement doit être collectivement la continuation de notre développement crée des dommages inévitables sur la biodiversité, mais donc il faut aussi qu'on ait une activité collective de création d'écosystèmes ou de restauration d'écosystèmes. Et donc là, il y a un énorme chantier qui est indispensable dans cet équilibre. Et du coup, on arrive à une vision globale qui consiste à dire, regardez, la logique actuelle du champ de l'environnement, c'est déjà une logique outils pour éviter, outils pour réduire et restauration écologique. Il faudrait remplacer compenser par restauration écologique. Et du coup, là, on commence à avoir une vision un peu meilleure.
C'est-à-dire que ce qui faisait la faiblesse de leur idée de transposer la séquence ERC à l'échelle globale, c'est-à-dire on a une autorité qui fixe un but et après on met les compensations. Si on enlève cet aspect organisationnel autour de la compensation, on arrive quand même à une vision globale. Au fond, ce qu'il faut, c'est que nos politiques de biodiversité répartissent l'effort entre les dispositifs pour éviter, les dispositifs pour minimiser et les dispositifs pour compenser. Donc, il y a bien une hétérogénéité fondamentale, mais ça ne diminue pas l'intérêt d'avoir un raisonnement d'ensemble pour pouvoir resituer les actions qu'on fait dans un raisonnement d'ensemble. Donc, pour récapituler, premier volet, c'était comprendre les tensions où se joue l'action biodiversité, avec plusieurs conclusions pratiques, mais la plus importante, c'est prendre en compte le soutien qu'on apporte à la structuration du secteur biodiversité. Le deuxième, c'est le foisonnement et les limites du raisonnement par les outils. Et la recommandation opérationnelle, c'est ne jamais raisonner seulement outils, mais les replacer dans les chaînes d'action plus larges. Et le troisième, c'est d'accepter que les interventions sur la biodiversité, elles sont toujours thématiques ou locales ou géographiques, et qu'il faut en même temps tenir des raisonnements globaux pour les discussions de cadrage des politiques publiques et de justification de ces interventions, mais accepter l'hétérogénéité fondamentale des opérations. Peut-être qu'on peut prendre encore 5 minutes de discussion, on aura transposé notre quart d'heure de retard. Ouais. En tout cas, cette approche compensation, tout à l'heure, les outils, hein, la démarche outil, la démarche stratégique de Weil Anderson, en fait, moi, je suis ravi parce que ça légitime complètement la vision, disons, que j'ai par rapport au pays dans lequel je suis, qui s'appelle la République centrafricaine, où il y a une réserve de biodiversité exceptionnelle. C'est un pays qui a des enjeux de sécurité, mais pour lequel il pourrait y avoir une stratégie globale en disant préservons cet espace pour faire soit l'autre face de la planète, soit éventuellement en défendre la biodiversité. C'est à l'échelle de la France, hein, c'est la même superficie, avec 20 fois moins d'habitants. Et moi j'essaye d'avoir ce discours en disant finalement, tout le retard de ce pays vous donne aussi un avantage comparatif pour l'avenir, puisque finalement, ce non-développement vous a permis de garder une biodiversité et aussi peut-être travailler autrement, parce qu'il y a des modèles de développement agricole qui sont, disons, un peu sur le modèle que défend la coopération internationale, qui sont très standards des modèles, etc., alors qu'on pourrait travailler complètement autrement. Enfin, Et en plus, il y a un potentiel de création de valeur écologique, en faisant de la restauration écologique, sur des vastes aires protégées qui ne sont pas gérées, dont la gestion est mauvaise. Donc ce raisonnement global d'équilibrage, je pense, c'est utile. Et ça pourrait effectivement réfléchir à des outils aussi financiers qui permettraient de compenser, disons, une forme de non-développement à l'image des autres pour effectivement préserver cette biodiversité. Moi je suis aussi, un sujet qui m'intéresserait, c'est en quoi finalement ces enjeux de biodiversité vont être pris en compte dans le projet des routes de la soie de la Chine. Puisqu'il y a des problématiques énergétiques, de transport, etc. Comment effectivement cette question rentre en ligne de compte par rapport à cette vision? J'ai jamais vu aucun article encore sur les questions de la biodiversité, les routes de la soie, mais je veux dire, si on a une vision prospective, globale, etc., il faut qu'on aborde ces sujets aussi, puisqu'on est sur des révolutions, disons, planétaires qui sont en train de se mettre en place. Vous soulignez là un point important, c'est le fait que au lieu de la biodiversité, on raisonne très souvent de manière rétrospective. Oui, comment conserver tel état, etc. Et en fait, il y a un déficit de réflexion prospective qui est flagrant et qui est surtout à grande échelle et à l'échelle des politiques de développement. Là, il y aurait vraiment besoin de développer des travaux de prospective dédiés. Quand on parle de biodiversité, je pense qu'on ne peut pas exclure aussi une dimension un peu philosophique. En tout cas, l'homme, qu'est-ce que c'est que le progrès, le développement? Parce que c'est forcément aussi des éléments sur lesquels il faut travailler si on veut avoir une réflexion sur la biodiversité. Oui, et alors une des manières de travailler là-dessus, en étant relativement concret, c'est là encore la prospective, c'est-à-dire en discutant sur des visions différentes
de là où on est et là où on veut aller, c'est un des moyens de discuter concrètement sur les valeurs. D'autres remarques? Ouais. Enfin, j'embraye justement là, sur ce que vous dites. Enfin, j'ai l'impression quand même que tous les débats qu'il peut y avoir entre les spécialistes de la biodiversité, parce que ce que vous exposez, c'est aussi une multitude d'approches, de conflits internes à cette communauté. C'est apparemment l'absence comme de discussion sur la valeur de la biodiversité. Est-ce qu'il y a un consensus là-dessus? Non, il y a des discussions très riches. Il y a des discussions très riches sur qu'est-ce qui constitue la valeur. Et si on regarde l'IPBES, qui est la plateforme internationale d'experts sur la biodiversité, la discussion sur les valeurs est un des volets fondamentaux de cette discussion. Pour la résumer en 2 minutes, il y a les scientifiques qui ont des valeurs un peu absolues de la biodiversité, il y a les économistes qui essayent de valoriser monétairement la biodiversité, et puis après il y a des philosophes ou des chercheurs en sciences sociales qui sensibilisent au fait qu'en faisant des arbitrages, on révèle des valeurs et que ces valeurs ont une notion éthique, politique, etc. Donc ce débat-là est très riche sur le besoin. Non, il existe. Mais est-ce qu'il produit un consensus qui permettrait d'avoir une influence beaucoup plus forte de la communauté des promoteurs de la biodiversité dans cette confrontation, dans la résolution de cette tension? Il ne produit pas un consensus. Ce qu'il produit, c'est une vision claire avec des positions différenciées. Un peu comme dans le champ des politiques agricoles à l'échelle mondiale, il n'y a pas un consensus sur le type d'agriculture qu'il convient de développer, mais il y a une vision relativement claire entre les principales options et finalement une convention tacite d'équilibrer les différentes options. On va soutenir tel type d'agriculture, petit producteur, en même temps on va soutenir tel type de grande agriculture. Il y a une vision claire, ce n'est pas un consensus, c'est une vision claire, mais qui reste en cours de négociation permanente. Le deuxième point, c'est dans vos différents éléments là, les drivers, je ne sais pas si pas les drivers, vous citiez la démographie, etc. Je pense qu'il y a un élément quand même essentiel qui est l'économie politique. En particulier, là, concrètement, parmi les plus... Enfin, un grand facteur de destruction, c'est effectivement l'agriculture, mais ce n'est pas tous les agriculteurs, ce n'est pas de la même manière. Je pense que la pauvreté, par exemple, est un grand facteur de destruction de biodiversité. Ce sont les petits paysans qui sont les premiers à couper des arbres pour faire du charbon de bois. Ça, c'est vraiment un facteur d'économie politique. C'est tout simplement parce qu'ils sont actifs dans des endroits très vulnérables, que les procédés qu'ils utilisent sont extrêmement peu efficients entre le bien-être produit et la biodiversité. Et déjà ça multiplie leur impact. J'étais surpris sur les premières stratégies. En fait, on voyait que géographiquement, il y avait des zones vraiment concernées par la biodiversité et puis du coup d'autres qui n'étaient pas, qui n'étaient presque pas du tout. Et en fonction de l'approche, effectivement, ces zones changent sur la carte, et ce qui m'a un peu surpris, parce que dans ma tête, pour moi, la biodiversité est un enjeu vraiment qui s'explique un peu, enfin, qui se décline sur l'ensemble des zones géographiques. C'est pour ça que je trouve que la vision 2018, cette question des trous défilés paraissait intéressante parce que vous permettez de couvrir l'ensemble des zones. Peut-être une nuance, c'est qu'en fait, il s'agit de cartes sur les priorités pour agir. Et les priorités pour agir, elles considèrent à dire, ok, elles disent, il y a des zones dans lesquelles c'est plus ou moins stabilisé, mais il y a d'autres zones qui, au contraire, sont beaucoup plus menacées. Si je veux faire une politique mondiale contre la faim, je vais me rappeler qu'en France, au 19e siècle, il y a des gens qui avaient faim, mais c'est pas ça qui est intéressant. La question, c'est aujourd'hui, l'effort pour lutter contre la faim, à quel endroit les enjeux sont les plus forts, à quel endroit l'intervention va pouvoir avoir le plus gros impact. C'est ça qui explique qu'elles identifient des zones particulières. Pour le reste, c'est vrai que l'effort, il est partout sur le domaine. Au niveau mondial, on a besoin de ces priorisations, mais par exemple, quand on dit en France que 80% de la biodiversité est en train de s'effondrer, je pense que c'est aussi... Enfin, ça c'était, mais oui, c'est la représentation au niveau mondial.
Et la question que je me posais aussi, c'était quelle place on fait un peu à la discussion sur les connectivités, parce qu'on parle beaucoup de compensations qui sont à l'échelle d'un territoire sur un autre, etc. Mais est-ce que quelle place on donne en gros à ces notions de couloir et de connectivité qui permet aussi un échange et une multiplication, de diversification si ces territoires, ces aires protégées sont notamment dans des zones assez restreintes. Un petit peu, enfin, une question en fait, c'est-à-dire que là, ce qui est intéressant, c'est que tu nous permets vraiment de nous confronter au monde des possibles, à ce qu'on trouve nous quand on va dans nos pays. Je me demande si ce raisonnement, il peut aussi nous aider comme une boussole à l'échelle de l'AFD. C'est-à-dire que quand on a bien vu sur l'étude de cas, est-ce qu'on doit rentrer sur ces problématiques de lacunes? Est-ce qu'on doit penser, est-ce que ça a un intérêt de penser la logique ERC malgré ses faiblesses à l'échelle de l'organisation? Donc je pense que chacun d'entre nous a un levier d'action. Est-ce que ça a du sens ou est-ce qu'il faut le garder vraiment comme une grille de lecture quand on va dans nos pays d'activité? Si on veut donner une traduction plus opérationnelle, le premier point, c'est qu'il y a besoin de faire des vrais diagnostics des contextes d'intervention. Plutôt que d'arriver avec son outil, il y a vraiment un besoin de diagnostiquer les situations. Le deuxième, c'est qu'il faut être clair sur le fait que l'intervention biodiversité passe par des types d'intervention et de soutien différents et qu'on peut avoir une discussion sur, dans tel contexte d'intervention, quel est le type d'intervention le plus important. Par exemple, si le secteur biodiversité est très faible dans un pays, la priorité, ça devrait être de l'aider à faire des opérations propres pour se structurer, et la négociation avec les secteurs, elle pourra se faire après. Si au contraire, dans un pays, le secteur biodiversité est déjà très fort, comme c'est le cas dans certains pays, je sais pas, le Costa Rica, à ce moment-là, là, on peut focaliser sur favoriser la négociation entre les acteurs de la biodiversité, les acteurs sectoriels pour innover dans la production. Donc je pense que la notion de diagnostic puis d'équilibre judicieux de l'effort devrait permettre d'améliorer et puis de voir qu'à l'échelle de l'ensemble de l'organisation, on peut se demander, au fond, on est un intervenant global, mais ça devrait aider à mieux qualifier la répartition de l'effort pour faire, quand on fait le bilan comptable de tous les engagements de biodiversité, on pourrait aussi faire un bilan stratégique et organisationnel qui consiste à dire, voilà, notre investissement en biodiversité, telle partie a été consacrée à renforcer le secteur environnement avec tel type de résultats escomptés, telle autre partie a été utilisée pour. Donc ça revient à réenrichir dans l'analyse des stratégiques ce qui est déjà capturé par les travaux pour comptabiliser et faire une vision d'ensemble de l'effort. Même, pardon, tu vois, on aura une lecture du monde à travers ces approches cartographiques, aussi, disons, en essayant d'identifier ce qu'on va privilégier par rapport à nos actions en matière de biodiversité, à mon avis, sera extrêmement intéressant. Est-ce qu'on va privilégier des hotspots? Est-ce qu'on va privilégier, par exemple, des pays où il y a une capacité d'agir sur des pays qui ont une biodiversité qu'il faut préserver, disons, pour l'avenir? Je pense, tu vois, par exemple, la RCA, par exemple, pourrait se dire, très bien, avec des, voilà, tu vois, en fonction de l'approche, on privilégierait telle ou telle intervention dans tel ou tel pays. Et ça, moi, je trouve que le résultat, c'est qu'on voit bien que c'est assez difficile de rentrer dans cette dynamique de la priorité parce qu'il n'y aura pas de consensus sur quelle est la carte la plus intéressante à privilégier au sein de l'AFD. En fait, ce qui se passe, c'est que ces cartes, elles ne vont pas jusqu'au bout du raisonnement. Moi, mon raisonnement, ce serait le suivant. Si on a un raisonnement sur les zones les plus menacées, dans ce cas-là, il faut mettre le paquet sur les aires protégées et les acquisitions foncières, parce que c'est le seul outil qui est en capacité de résister à des grosses menaces. Si à l'inverse, on est dans des zones où l'avantage comparatif de ces zones, c'est qu'il y a peu de pression humaine et beaucoup de biodiversité,
à ce moment-là, investir sur les systèmes extensifs, etc., ça a beaucoup plus de sens. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tant qu'on raisonne en termes de on agit là et pas là, c'est pas formidablement utile. Mais si on les traduit dans comment on agit là, comment on agit là, comment on agit là, là je pense que ça pourrait guider un raisonnement sur la répartition de l'effort de manière pas absurde. Ouais. Puis on a beau prospecter, proposer, etc. On dépend aussi des politiques des pays, de ce qu'ils nous demandent à un moment donné, de ce qu'ils vont prioriser de leur niveau. Enfin, voilà, il y a des marges de dialogue qui sont différentes, je pense, selon les pays. On a parfois des approches qui sont extrêmement peu stratégiques. C'est des opportunités. Oui. Et je trouve que par rapport aussi à l'ambition qu'on pourrait donner comme une agence telle l'AFD, en plus avec les engagements français en matière d'environnement, si on n'a pas une vision stratégique, je trouve qu'on est simplement dans une espèce de réactivité par rapport à des opportunités, ce qu'on est la plupart du temps, et ce qui est quand même, je trouve, quelque chose qui est